C'est une cyberattaque sophistiquée, de très grande ampleur. Elle vise les États-Unis, où c'est la panique, et touche par ricochet l'Europe, l'Asie et le Proche-Orient. Que s'est-il passé? C'est la question qu'on va se poser avec vous, Julien Nossetti. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et à Géone, un centre de recherche sur la datasphère, spécialiste de l'Internet russe. Vous travaillez sur les enjeux diplomatiques du numérique. Avec nous également Raina Stamboliska, vous êtes experte en gestion des crises et des risques auprès d'organisations internationales, membre de CLUSIF, le Club de la sécurité de l'information française, et auteur de ce livre, La face cachée d'Internet, aux éditions Larousse. Est-ce que vous diriez que c'est la plus grande cyberattaque connue à ce jour? Non, clairement pas. On connaît d'autres attaques, ou en tout cas d'autres opérations de compromission qui ont défrayé la chronique, pas nécessairement récemment, mais effectivement, même si cette opération que j'hésite personnellement à qualifier nécessairement rapidement de cyberattaque, cette campagne d'intrusion, on va dire, ou cette opération, elle est effectivement d'envergure, mais en fait, ce n'est pas tellement, paradoxalement, sa taille réelle, première, qui compte, c'est finalement l'impact et la portée de ce qui suit. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont visé juste, en fait, c'est ça que vous nous dites. En fait, vous dites que c'est peut-être pas une cyberattaque, c'est quoi alors? Le mode opératoire, ce qui semble être recherché, ça porte plutôt à croire que c'est une opération d'espionnage, plutôt qu'une opération où on vise à détruire des données ou des installations. Julien Nossetti, cyberattaque ou espionnage? Alors, je rejoins Raina, c'est-à-dire qu'on aurait plutôt affaire à une opération d'espionnage qui est marquée par une dimension de clandestinité très forte. Jusqu'à présent, on a évoqué un délai de 9 mois entre les premières intrusions détectées et les révélations de l'affaire SolarWinds il y a quelques jours. Donc 9 mois comme opération clandestine, avec visiblement une incapacité à détecter l'action des pirates sur autant de mois. Ça fait penser à un mode opératoire qui est typiquement clandestin. Et c'est vrai que là, ça rappelle aussi tous les modes opératoires de l'espionnage classique. Donc c'est pas nouveau en soi. Je rajouterais peut-être un petit propos à ce qu'a dit Raina, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte très particulier, qui est celui d'une transition politique aux États-Unis, avec une administration de Trump qui est finissante, et on connaît tous les confitures actuelles, et une administration Biden qui s'installe doucement. Donc un moment de fragilité peut-être politique et démocratique aux États-Unis. Pardon ? Un moment de fragilité peut-être aussi démocratique et politique aux États-Unis ? Tout à fait, ça c'est un point très important, parce que si vous voulez, les hackers, qu'ils soient issus de groupes cybercriminels ou rattachés à un État, ou naviguant entre ces différentes eaux, n'aiment rien tant qu'exploiter des incertitudes, des vulnérabilités. Alors un contexte politique. On va revenir, on va expliquer quand même à nos téléspectateurs ce qui s'est passé précisément. Un logiciel pour entrer dans des systèmes du gouvernement américain. Que s'est-il exactement passé? Les explications de Malik Mikhtar. Alerte, une cyberattaque sophistiquée de très grande ampleur touche de nombreuses institutions publiques et privées à travers le monde. Aux États-Unis, le département du Trésor, celui de l'énergie ou encore du commerce ont indiqué avoir été touchés. L'agence américaine du nucléaire aurait elle aussi été visée. Il n'en fallait pas plus pour que les démocrates s'en prennent à la gestion de Donald Trump. La sécurité nationale est une priorité et la première responsabilité du gouvernement est de protéger notre peuple. Notre sécurité nationale est compromise. Je suis déçu que Trump ne réunisse pas le gouvernement pour y répondre. C'est SolarWinds, un éditeur de logiciels américain qui a été choisi comme cheval de Troie par les pirates. Ils ont utilisé sa plateforme logicielle, Orion, dont les mises à jour ont été infectées. 18 000 clients ont téléchargé ces mises à jour vérolées. Les pirates y ont introduit ce qu'on appelle une backdoor, une porte dérobée, qui permet de prendre le contrôle d'un système, un peu comme si vous laissiez la porte de votre domicile ouverte. Les dégâts peuvent ensuite aller du vol d'informations et de données sensibles jusqu'à leur destruction. Si l'attaque aurait débuté en mars, les dégâts causés sont encore en cours d'évaluation et l'administration américaine patine. Avez-vous été satisfait des informations qui vous ont été transmises durant le briefing ?
Non, franchement, je pense que le niveau de précision que j'ai trouvé dans le New York Times ou encore dans le Washington Post est bien meilleur qu'on a eu ce matin. C'est très décevant. Qui est à l'origine de cette attaque? Pour le moment, il est difficile de nommer un coupable, mais une invasion d'une telle ampleur peut difficilement se passer d'un appui au niveau étatique. Alors évidemment, aux États-Unis, les regards se tournent vers la Russie. Ça vous fait sourire, hein, clairement. Qu'est-ce qui vous fait rire dans ce que vous venez d'entendre? C'est intéressant, en fait. Il y a deux choses. La première, c'est de voir forcément le désarroi de décideurs publics, etc. C'est la panique face à quelque chose. Voilà. Mais il faut comprendre que dans des situations de crise, parce que là, c'en est une, vous avez en fait une vitesse qui est extrêmement particulière, qui est vraiment spécifique à la situation de crise elle-même. Et le temps ne s'écoule pas pareil quand on est en crise. Donc, parce que là, l'attaque est toujours en cours, pour être précis. Tout à fait. La campagne, elle est toujours en cours. Et effectivement, on peine vraiment, étant donné l'ampleur, de savoir qui exactement est touché, de quelle manière les entités en question sont touchées, etc. Et autant, là, on a quand même quelques jours qui sont passés depuis l'annonce, pas depuis le début, mais depuis l'annonce de cette campagne d'intrusion. Autant, donc là, les choses commencent, on va dire, un tout petit peu à se stabiliser. Mais dans les premiers jours, vous avez en fait des changements. Vous avez en fait une cascade d'informations. Toutes les 2 heures, vous avez une nouvelle info qui peut très bien en fait invalider ce qu'on savait. D'accord, donc 2 heures avant. On se rend bien compte que c'est absolument dantesque. À chaque fois qu'on parle d'une cyberattaque, on pense d'abord à la Russie. Julien Nossetti, ça se confirme ici? Est-ce que c'est Moscou qui est derrière cette attaque? Alors, si j'avais la réponse précise, elle vaudrait très très cher. Effectivement, depuis 4-5 ans aux États-Unis, vous avez, très, très légitimement, une tradition à pointer du doigt d'abord la Russie. Bon, évidemment, la Russie n'était pas le seul impliqué dans cette cyberconflictualité. Vous avez la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres acteurs privés, criminels, qui sont aussi impliqués dans toutes ces intrusions et ces tentatives de sabotage parfois également. Il faut savoir qu'à la Maison-Blanche, Donald Trump lui-même n'a pas réagi. Donc l'accusation de la Russie, de l'intrusion russe est venue de Mike Pompeo, secrétaire d'État, et de responsables du renseignement américain. Alors, vous n'avez pas eu de réaction au plus haut niveau jusqu'à présent. Alors donc, Donald Trump, pardonnez-moi, je vous coupe, parce que Donald Trump justement vient de réagir, il minimise un peu cette attaque. Pourquoi ? Alors là, je ne suis vraiment pas dans ces petits papiers et je me garderai bien d'essayer de ne serait-ce qu'imaginer ce qui se passe dans sa tête. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est, je reprends et je réponds aussi incidemment à votre question de tout à l'heure de pourquoi j'ai souri. Il faut aussi être très, on va dire, terre à terre et réaliser qu'à partir du moment où on est dans une optique d'espionnage, dans ce cas-là, oui, on a une compromission d'actifs numériques, etc., etc. Les détails, en fait, on finira par les connaître avec plus ou moins de précision. Mais on est dans un cadre qui ressemble quand même vachement à de l'espionnage. Et ce qu'il faut comprendre et se rappeler, c'est que, en fait, beaucoup d'acteurs étatiques le font. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas que la Russie. On parle souvent de la Chine aussi. On parle de pays comme Israël, l'Iran, c'est ça ? Exactement. La France ? Je ne me prononcerai pas sur le sujet, on n'est pas là pour... Non, mais on sait que la France développe des cybersoldats aussi. Ça fait partie d'une cyberguerre qui est lancée, qui a commencé ? Non, plutôt ça fait partie en fait d'une extension, en tout cas pour moi, et pour d'autres aussi. Je pense Julien Nossetti sera intéressant aussi là-dessus. Ça participe, si vous voulez, à une extension de la zone de diplomatie. D'accord ? On n'a pas seulement un multilatéralisme classique, entre guillemets, mais on a aussi un espace qui est le cyberespace, et donc qui est investi par les mêmes acteurs que l'espace Sauf classique. Que sur l'espace terrestre, il y a quand même des règles. Dans le cyberespace, il y en a peu ou pas. En fait, c'est là où les choses deviennent compliquées, c'est que sur certains sujets, dans l'espace numérique, on est dans le flou. Et c'est là où, justement, cette transition présidentielle en cours aux États-Unis est
introduit encore davantage d'incertitudes parce qu'on ne sait pas, en fait, comment va s'orienter une réponse ou une posture américaine dans ce cadre-là. Julian Ossetti, il y a un an, la Russie se déconnectait d'Internet pour tester avec succès RUNET, désormais le plus large intranet au monde. C'est pour se préparer à l'éventualité d'une cyberguerre. C'est quoi la stratégie ? Alors, déjà d'une part, la Russie est encore aujourd'hui très loin d'être isolée du reste de l'Internet mondial. Enfin, il faut peut-être apporter quelques nuances à quelques analyses qui ont pu être faites rapidement ces derniers mois ou dernières années. Il y a une vision très anxiogène de la part de Moscou sur ces thématiques, donc c'est tout à fait clair qu'il y aurait un souhait des plus responsables russes de s'immuniser de certaines vulnérabilités. Et en Russie, elles sont très nombreuses. Je voulais juste rebondir très rapidement sur votre question précédente, c'est-à dire est-ce qu'on est face à une cyberguerre? Et ça, c'est très complexe et c'est un des enjeux fondamentaux. Et si on repart de ce qu'on disait tout à l'heure sur une opération d'espionnage, c'est très important parce que l'espionnage, l'activité d'espionnage ne viole pas le droit international. Donc il n'y a rien d'illégal au fond. Et ça complexifie la réponse qui sera éventuellement apportée par Washington. Mais comment on le régule, pour terminer, comment on le régule ce cyberespace? Il va bien falloir quand même mettre des règles et faire en sorte que les pays s'entendent. Il y a des rencontres entre différents pays. Qu'est-ce qui s'y dit? Alors évidemment, cet enjeu de régulation du cyberespace et des cyberarmes aussi est fondamental. Et il y a fort à parier que voilà, le groupe ou l'État qui est possiblement derrière cette intrusion veuille aussi envoyer des signaux, des messages aux États-Unis. L'enjeu des grandes normes, des grands standards de cybersécurité et de cyberdéfense aujourd'hui, c'est un des principaux enjeux géopolitiques. Et les États-Unis, la Chine, j'insiste, et la Russie sont engagés depuis des années dans une bataille sourde pour essayer de maîtriser les principales normes de comportement des États. Et donc là, pour les 4 ou 5 prochaines années, ce sera un des sujets majeurs. Merci beaucoup, un sujet majeur. Merci à vous deux d'être venus en parler. Un sujet d'inquiétude peut-être aussi quand on voit la réaction des États-Unis. Merci à vous deux. Merci.